Donc vous inquiétez pas, je vais petit à petit restituer tout ce que les invités d'aujourd'hui de la table ronde vont dire. Et il y aura une petite restitution à l'issue des 2 tables rondes. Donc à tout à l'heure. Et bonne table ronde à tous. Merci Chloé. Donc, avant de lancer donc, la première thématique, les partenaires européens qui ont participé au projet sont ici présents dans la salle. Ils sont équipés d'un badge. Vous aurez l'occasion d'échanger avec eux à l'issue des tables rondes si vous le souhaitez. Alors, la première thématique de la connaissance à l'action. Comment l'accès libre et multilingue des ressources sur l'économie d'impact peut renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. Donc, je vais laisser les différents intervenants se présenter et ensuite nous rentrerons dans les échanges. Samuel Mercier, je suis professeur en sciences de gestion à Dijon Université Bourgogne-Europe et spécialiste des questions d'éthique et de responsabilité sociale depuis pas mal de temps. Alors, j'ai vérifié ce qui était écrit. Du coup, non pas que je ne sache pas qui je suis. Donc, je suis Aurélie Biancaré. Là, je suis présente avec ma casquette d'adjointe au maire, déléguée à l'enseignement supérieur et la recherche et la vie étudiante à la ville de Marseille. Merci, bonjour à tous. Benjamin Dangean, du coup, je suis cofondateur et ancien co-directeur du Paysan urbain Marseille, maintenant du Paysan marin. Et pour le thème de notre soirée, je pense qu'il y a un autre point à préciser. Je suis aussi administrateur d'une association d'entreprises Respect Océan qui travaille justement dans la transition et l'innovation dans le milieu marin. Bonjour à toutes et à tous. Vous me connaissez parce que vous m'avez tous eu plus ou moins en cours, mais voilà, je m'appelle Angélique Vuillemé, je suis maître de conférence en sciences de gestion. Et dans le cadre de ce projet, donc j'étais responsable pédagogique sur la création des modules de cours pour impact académique. Voilà. Merci. Vous aurez le temps de poser vos questions à l'issue de la table ronde. Donc, ma première question s'adresse à toi, Samuel. Peux-tu nous expliquer la différence entre l'économie d'impact et la RSE? Merci Chloé. C'est une question complexe et peut-être que certains d'entre vous sont perdus à l'idée de vous être trouvés entre développement durable, éthique en entreprise, RSE. RSU, c'est la déclinaison à l'université. Économie d'impact ou entreprise à mission, entreprise à impact, etc. Alors pour faire simple, la RSE, c'est faut l'appréhender comme le fait que l'entreprise va sortir de son rôle de créateur de valeur uniquement pour les propriétaires financiers, donc cherche à maximiser son profit. Et quand elle sort de ça, elle va reconnaître des responsabilités vis-à-vis de son environnement, de ses parties prenantes, et donc notamment sa dimension sociale et écologique. L'Union européenne présente la RSE comme la contribution des entreprises au développement durable, qui est un autre terme hyper mobilisé. Donc ça permet de fixer les choses. Le développement durable, c'est un concept global qui s'intéresse à ce que nous allons transmettre aux générations futures. La Terre qui sera dans l'état qu'on leur laissera. Vous voyez, c'est pas toujours très simple et très optimiste, mais en tout cas, c'est l'idée. Et la RSE, c'est comment les entreprises peuvent contribuer à améliorer ce bien-être pour les générations futures, en passant par les générations actuelles. C'est une démarche volontaire, on le perd un peu de vue avec le débat sur la CSRD et la compliance, la conformité. On a l'impression qu'on élargit la comptabilité au domaine du social et de l'écologie, qu'on a résolu tous les problèmes. Et donc, c'est parfois un peu abusif. On oublie ce côté volontaire et les entreprises, elles, parfois, vont faire du greenwashing, du social washing avec ce concept. Plutôt que de changer, de transformer les mentalités, on a plutôt l'idée de surfer sur cette vague de RSE. Par exemple, le packaging d'un objet, d'un produit de consommation courante, quand on met nouveau packaging socialement responsable, notre entreprise protège la planète. Il faut savoir qu'un packaging, ça va représenter 2% du coût de l'empreinte carbone totale du produit et le reste peut très bien ne pas changer. On peut se doter d'une image comme ça qui serait un peu instantanée. Donc l'économie d'impact par rapport à ces questions, c'est beaucoup plus restreint. Et en tout cas, c'est l'idée, peut-être si vous voulez compléter après, vous pourrez
mes collègues de la table ronde. L'idée, c'est dès le départ de générer un impact qui soit positif, un impact social ou environnemental, écologique, et donc pas seulement un impact économique, et donc un impact positif et essayer de le mesurer, pouvoir aboutir à une mesure, et donc c'est l'idée que la finalité, c'est bien de résoudre un problème écologique ou social, et ça peut se traduire dans la raison d'être des organisations directement, ça peut être par exemple dans le cadre d'une entreprise à mission, mais pas seulement, pas uniquement. Et on peut penser à promouvoir l'inclusion, le recyclage des déchets, trouver des énergies renouvelables et les développer, avoir de la finance solidaire, etc. etc. Merci Samuel. Donc Angélique, par rapport à ce qui vient d'être dit, peux-tu nous dire comment Impact Academy impacte du coup le passage de la connaissance à l'action? Oui, ça marche. Oui, alors du coup, je vais revenir sur ce que disait Samuel, sur la question de changer les mentalités. En fait, donc l'objectif d'Impact Academy, de ce projet, ça a été de donner les premiers outils, que ce soit théorique mais aussi pratique, à l'attention du grand public. Donc par grand public, j'entends les étudiants, vous, les enseignants, nous, des institutionnels, des organisations, voilà, des collectivités, pour intégrer, je ne vais pas faire ma prof, mais me gonfler à parler, pour intégrer en fait les questions justement liées à l'économie d'impact, donc tous les modules de cours qu'on a pu créer, à des enseignements déjà présents, mais aussi comment dire, ouvrir les esprits et voilà, essayer de démocratiser l'accès à ces enseignements-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Angélique. Pour imaginer tes propos, Benjamin, donc tu es cofondateur Paysans Marins et Paysans Urbains. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta réflexion sur la mise en place de ton modèle économique? Alors, je vais refaire un petit passage, désolé, parce que c'est trop tentant par les interventions précédentes, pour replacer un peu ces questions de RSE, de modèle économique, du point de vue d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui démarre bas, la RSE, c'est au mieux, c'est un concept fumeux, au pire, c'est une norme ou c'est quelque chose qui va lui amener un partenaire. Je suis prudent quand je dis ça. Entrepreneur, là on parle de normes qui sont des normes qui s'appliquent à des entreprises, essentiellement à des grosses entreprises, qui peuvent être vos employeurs. Comment ça c'est saisi par d'autres acteurs économiques? Moi, c'est de là que je parle et c'est là où j'ai tout mon enjeu. Mon enjeu, il est de savoir, en termes d'économie à impact, en termes d'économie régénérative, parce que ça va être d'autres mots à la mode qui vont venir, quelle est la norme qui va s'imposer chez mes partenaires, chez mes financeurs, chez mes partenaires de grosses entreprises, chez mes fournisseurs. Donc en fait, à la fois quelle formation je vais aller chercher et quel cadre va m'intéresser, c'est pas moi qui vais le dicter, c'est pas mon modèle qui va le dicter, ça va être mon écosystème de partenaires. Et du coup, moi, tout mon travail, il est de l'enjeu de comment je pars d'une mission ou d'un objectif d'entreprise. Et là, je dis d'objectif ou de mission, pas forcément de service, parce que quand tu démarres une entreprise ou un modèle, qu'elle soit associative, collaborative, entreprise capitalisée, tu pars avec une idée, le produit final que tu vas avoir, il va changer 10 fois. Donc ce qui compte, c'est surtout comment tu navigues dedans. Donc tu pars d'une mission, tu pars d'une envie, et par-dessus, tu crées ton modèle de façon finalement assez itérative sur qu'est-ce qui va être une opportunité, qu'est-ce qui va être un facteur différenciant, qu'est-ce qui va être un levier de croissance, etc. Nous, quand on est parti dans les deux exemples cités, le paysan urbain et le paysan marin, on a eu des points de départ qui sont complètement différents. Quand on a monté le paysan urbain il y a un peu plus de 10 ans, l'objectif de base, il était dans un cadre qui était peut-être ancien maintenant, qui était plus un enjeu de développement durable, qui nous a permis très facilement d'en parler aux partenaires. J'ai 3 patates, l'économique, le social, l'environnemental. Tout ce qu'on veut, c'est de démontrer que tu peux avoir une structure
qui soit à peu près positive, qui ait une bonne contribution sur les trois. Et après, tout en fait s'est enchaîné dans comment j'utilise ça pour faire mon entonnoir et pour prendre mes décisions. En fait, je veux un impact social. 80% de la population est en milieu urbain, donc je vais aller en urbain. Je veux avoir un impact environnemental et je veux quand même pouvoir parler aux gens. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner un bout d'environnement que les gens ils vont mettre dans leur bouche ou dans leur corps 3 fois par jour. Donc ça veut dire que je vais travailler dans l'alimentation. Je veux un impact économique, ça veut dire que je vais aller chercher un produit haute valeur ajoutée. C'est ce qui fait qu'on a décidé de se focaliser sur des micro-pousses. À l'opposé, donc point de vue qui a même déterminé des formats associatifs, des formats d'entreprise et de chantier d'insertion, donc a été assez impactant dessus. À l'opposé, le paysan marin, on a dit le but, la mission de la structure, c'est l'accompagnement d'une filière. On est un incubateur de projets au service des professionnels, avec un modèle économique qui est complètement différent, qui est de la vente de services, qui est de l'aide à faire de la blended finance entre justement ce qui va être du financement public et ce qui est de la levée de fonds. Donc un modèle complètement différent. Ce qui va le dicter, c'est mes partenaires, ils réagissent à quoi? Quand je vais voir un ostréiculteur, si je parle environnement ou RSE, je peux vous garantir que la porte elle est fermée en 2 secondes. Par contre, si je travaille en urbain ou paysan urbain et que je vais aller voir une collectivité ou une école et que je parle d'éducation en environnement, ça va être beaucoup plus facile de m'interfacer dans des questions de fabrique de la ville que si je lui parle de production agricole et d'agriculture. Merci Benjamin. Du coup, ça fait le lien en parlant de collectivité. Je m'adresse à toi Aurélie. Comment les collectivités peuvent-elles s'inscrire dans un programme de recherche-action visant du coup la transmission de savoir et de passer de la connaissance à l'action? Oui, alors c'est peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai tourné la tête pour vérifier quel était l'intitulé qu'on avait mis sous mon nom et quel était le titre qu'on avait mis sous mon nom, puisque je pense que ça peut aussi expliquer le prisme qui est le mien dans ce que je vais vous dire. Donc par ailleurs, il s'avère que je suis aussi enseignant-chercheur, que je suis physicienne et que j'ai une double formation, donc en physique théorique, mais aussi en philosophie des sciences. Et donc mon prisme est toujours un petit peu biaisé par la science lorsque je fais de la politique. Ce qui n'empêche pas que je fasse de la politique avec des valeurs comme tout un chacun. Donc, peut-être quelques éléments pour dire pourquoi est-ce que et comment est-ce que l'idée de travailler de cette façon-là est venue côté de la collectivité pour moi, et peut-être pour expliquer dans quel cadre est-ce que j'ai construit un peu ce mode de travail et ces idées de programme de recherche-action dans l'idée de transférer de la connaissance depuis le monde académique et universitaire vers des projets qui irriguent la collectivité. L'idée, vraiment, peut-être, c'est de dire que ce qui m'intéresse à ce moment-là, ça va vraiment être que la collectivité puisse organiser la vie collective, c'est-à-dire le faire citer, dans le cadre des compétences institutionnelles qui sont celles que lui confère en fait, la loi, l'institution et le fonctionnement global, et un petit peu plus, parce que j'ai bien compris à quoi servait la clause générale de compétences des collectivités, qui me permet d'intervenir à peu près partout où, en tant qu'élu, j'estime que la collectivité a un intérêt à intervenir. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le sens de faire de la politique. Et donc à ce moment-là, moi j'engage une série d'actions avec l'idée de dire que ce que je veux, c'est produire des actions et produire des travaux collectifs qui vont permettre de transformer profondément les pratiques de la ville, c'est-à-dire je veux impacter durablement la façon dont la ville se fait, au sens où la ville se produit, la ville avec un V majuscule, pas seulement de la collectivité, mais la ville au sens de à la fois l'URPS, donc l'urbain, mais aussi la ville au sens du collectif qui fait que nous vivons toutes et tous ensemble. Et donc il s'agit d'imaginer un certain nombre d'actions où la ville en tant qu'institution est amenée à agir, et où je me dis que ça serait bien de ne pas le faire sans tenir compte de plusieurs enjeux majeurs. D'abord, l'état des connaissances et l'état de l'art. Qu'est-ce que l'on sait réellement sur ces sujets-là? Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement avec les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là?
Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas une décision qui soit descendante, prise par des gens dans un bureau, mais bien que l'ensemble des acteurs intéressés puissent être associés à cette nouvelle façon de faire, à cette nouvelle praxis. Et donc, moi j'aime donner en général 4 exemples qui, à mon sens, illustrent assez bien ce que ça peut être comme mode de réflexion. Le premier, c'est une étude qui est coportée entre la ville de Marseille et la MMSH, une équipe de géographie à Thélème, qui travaille par exemple sur le développement des Airbnb et des plateformes numériques, de cette économie de plateforme sur le territoire. Ça permet de démonter à la fois des idées reçues, ça permet d'objectiver sérieusement des choses qui sont à objectiver pour ensuite pouvoir prendre des décisions politiques avec les acteurs concernés, à savoir les propriétaires, les habitantes et les habitants de nos quartiers. Donc, premier exemple. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, et y compris parce que pour le coup, il concerne des étudiants et des étudiantes, alors pas de l'IUT, mais de l'IMVT, l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, qui est donc basé à la Porte d'Aix, et où donc en fait cet institut réunit 3 écoles, l'IUR, l'Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille Université, l'École nationale supérieure du paysage, qui a une antenne à Marseille, et enfin l'école d'architecture de Marseille. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la direction de l'urbanisme travaille en partenariat avec les enseignants-chercheurs pour proposer des workshops, des objets de stage, des objets d'études aux étudiants et aux étudiantes. Et là, on fait un petit saut qui n'est pas fait précédemment. C'est que non seulement on propose un stage, non seulement on propose un workshop, mais on propose de l'interdisciplinarité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on propose aux étudiants et aux étudiantes de venir présenter le résultat de leurs travaux, non seulement devant les techniciens de la ville, mais également devant les élus, ce qui veut dire qu'ils sont confrontés à une situation réelle, professionnalisante. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se positionne dans des enjeux de prospective aussi sur la production de la ville. Et comme j'aime bien les expérimentations, j'ai encore franchi un cap récemment, puisque la ville est partenaire du PEPR, qui est un projet de recherche mené au niveau du CNRS, qui s'appelle VDBI. Donc vous devez peut-être savoir que dans le monde de la recherche, on aime beaucoup les acronymes. VDBI pour Ville Durable Bâtiment Innovant. Et donc là encore, un partenariat recherche-collectivité qui vise à avoir non seulement une transformation sur la façon de faire, mais une transformation sur la façon de faire la ville, pas seulement vraiment la praxis. On touche un peu à tous les impacts. Troisième exemple qui m'intéresse beaucoup, puisque là pour l'instant on est encore au stade de l'étude préliminaire, c'est qu'en ce moment il y a des travaux qui sont menés par exemple sur le développement de l'enseignement supérieur privé sur les territoires. Et donc là on est vraiment sur un objet où en fait on est totalement innovant de tous les côtés. Et le troisième exemple, qui est peut-être mon préféré, mais parce que je pense que j'ai un petit prisme personnel sur ce sujet, qui est le parc urbain des papillons. Alors je ne sais pas si quelqu'un connaît le parc urbain des papillons. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous alliez un jour dans le parc Montgolfier, dans le 14e arrondissement à Marseille, visiter ce parc urbain. Vous avez plusieurs occasions tout au long de l'année. C'est un projet collectif qui a été mené d'abord à la demande d'un laboratoire d'écologie marseillais qui s'appelle le LPED, et qui un jour a débarqué dans les services de la ville en disant « Donnez-nous un bout de terrain où on aimerait comprendre comment remettre des papillons dans la ville ». Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais si on lâche des papillons dans la ville, en fait les papillons meurent, et donc en fait il n'y a pas de renaturation. C'est un espèce de fantasme qui existe dans une certaine sphère. Ça ne marche pas. Et donc les collègues du LPED ont travaillé sur en fait, quels papillons sont des espèces locales, à quelle température vivent-ils, à quelle période, que mangent-ils. Et ils ont réintroduit, non pas les papillons, mais ils ont réintroduit les arbustes, les arbres, les fleurs, finalement la flore qui est nécessaire aux papillons pour se développer. Et comme ils ont fait ça dans un parc de la ville, le parc Montgolfier, ils ont travaillé avec les agents des parcs et jardins de la ville de Marseille. Et donc les agents des parcs et jardins ont été formés par les collègues du LPED au comptage de papillons, au travail des espèces de flore endémiques. Et donc il y a tout un travail de renaturation qui a pu être lancé à partir de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est devenu la norme de gestion des parcs
non pas par une décision et une volonté seulement politique, mais bien, en fait, au lieu de faire du top-down, désolé, là c'est la physicienne qui parle, nous avons fait du bottom-up. Et donc en faisant du bottom-up avec les agents, avec les gens qui fréquentent nos parcs et jardins et avec le monde de la recherche, on a littéralement transformé une pratique politique. Et donc aujourd'hui, la direction des parcs et jardins ne s'appelle plus la direction des parcs et jardins, mais la direction de la nature en ville. Et moi, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on invente et on expérimente d'autres façons de faire, avec l'idée que face à la multitude et face à la multiplicité des crises qui ne sont absolument pas dissociées, qui ne sont pas des crises en silo, mais qui sont bien les crises d'un système, on produit à ce moment-là des réponses qui sont totalement innovantes et qui permettent démocratiquement, parce que ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, de vraiment partager la mise en œuvre, non seulement de la solution, mais en fait tout le processus de construction de la solution. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un impact sur le territoire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu réellement à ta question, Merci. mais j'essaie. Merci, on a un bel exemple concret du coup de l'action au niveau des collectivités. Ma prochaine question s'adresse à vous quatre. Vous avez en face de vous des étudiants. Donc comment, d'après vous, passer de la connaissance à l'action chez nos étudiants? Comment peuvent-ils intégrer des thématiques concrètes et transformer leur connaissance en action concrète? Allez-y, chacun, je vous laisse vous exprimer. Tu commences? C'est rapide, j'ai juste trouvé une citation du philosophe Alain. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc c'est bien d'en parler, et parfois on en parle pendant des heures et des heures, mais l'important c'est qu'il faut agir. Et juste avant de te laisser la parole, parfois on a du mal à définir ce qu'est une entreprise à impact, ce qu'est une entreprise à mission, etc. Il peut être utile de prendre ce qu'on ne veut pas. Par exemple, prenez l'entreprise Shein dans la fast fashion. C'est tout ce qu'on ne voudrait plus voir comme type d'entreprise, avec un modèle qui détruit la planète, qui détruit les hommes et les femmes. Et donc, je pense qu'il y a quand même de la place et de la créativité pour trouver d'autres modèles, et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de travailler 16 heures par jour. Un autre exemple, on est tous équipés de smartphones. Selon l'ADEME, il faut 200 kg de matières premières pour produire un objet comme ça, 200 grammes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on doit agir pour sortir de ces constats et changer le monde, et en tout cas essayer d'améliorer la façon d'intégrer l'économie dans nos sociétés. Merci. Sam, oui, alors du coup, je pense qu'après on pourra avoir, déjà on a eu des exemples concrets d'actions qui peuvent être mis en place. La Jama, je pense que c'est une belle expérience, un bel exemple. Ce qui est intéressant, on a tendance à dire que, on dit que l'état de la planète aujourd'hui, au final, c'est le résultat des générations précédentes. Les générations précédentes nous ont laissé la planète que l'on a aujourd'hui. Certes, mais du coup, les initiatives telles que Impact Academy, ça vous donne l'opportunité d'être acteur de l'avenir, de votre futur. C'est-à-dire que si vous avez envie de créer une entreprise, de créer une association ou quoi que ce soit, mais qui ait un impact, que ce soit un impact social, un impact environnemental, ou les deux, c'est pas merveilleux, mais en tout cas, ce genre d'initiative vous donne la base, les savoirs de base pour pouvoir commencer, pour pouvoir vous lancer. En plus de ça, bien entendu, vous êtes la cible entre guillemets parfaite, puisque vous avez déjà des cours qui abordent ces sujets-là. Alors, pour le coup, pour ceux qui m'ont en management, les cours sur Impact Academy sont plus pointus, plus poussés. Mais voilà, là au moins, c'est une manière, si vous avez envie de faire changer les choses, de vous donner la possibilité de le faire. Voilà. Je vous laisse. Moi je suis fan de la théorie des petits pas, en fait. Je rejoins la première citation, il faut faire avant tout. Comment vous dire
vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de votre formation pour faire des choses, en fait. On a entendu parler avant des projets associatifs, des projets qui alimentent leur boîte avant d'être partis. Il y a le premier point de... vous n'avez pas besoin que le cadre vous dise c'est le moment où vous êtes légitime pour agir. Vous voulez faire quelque chose, vous êtes légitime de le faire du moment où vous démarrez. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut se libérer assez facilement pour pouvoir entreprendre. L'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas forcément le meilleur moyen ni d'avoir de l'impact ni d'apprendre vite. Des fois, c'est rentrer dans une autre structure, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée. Par contre, quel que soit le cadre, la mise en action, c'est le meilleur moyen de consolider un apprentissage et de tester ce que vous voulez en garder. Vous êtes dans des cursus académiques où on vous apprend plein de choses qui peuvent être utilisées dans plein de contextes. Ce que vous allez utiliser dans votre parcours, c'est potentiellement qu'un petit bout. Et avant d'être dans une situation professionnelle, avant d'être dans une situation d'action, vous ne pourrez pas savoir quel est le petit bout que vous avez besoin de garder. Donc ça s'active quand on commence à faire des choses, quand on commence à avoir un emploi, quand on commence à monter un projet. Dans plein de projets pédagogiques, nous, un postulat qu'on avait, pas forcément applicable et encore moins en académique, mais dans lequel nous on croyait assez fermement, vous avez le droit de me contredire complètement, on n'apprend jamais aussi vite que quand on fait, à part à un autre moment, quand on apprend à quelqu'un d'autre. Et du coup, typiquement, pour la consolidation des apprentissages, quand on formait des collaborateurs, nous on avait une hiérarchie de système qui est que tu commences ta mise en action avant la fin de ta formation. Ta mise en action, elle est un support de formation et rapidement, avant la fin, tu te mets toi-même à apprendre à un collaborateur. Pour nous, ça, c'était le moyen de maximiser la vitesse dans laquelle tu passes de la connaissance à l'action. Voilà, donc c'est plus que de partir dans quels sont les bons leviers, qu'est-ce que vous allez avoir. Moi, c'est dans votre parcours, allez vite pour valider qu'est-ce que vous voulez utiliser, qu'est-ce qui est pertinent pour vous, et faites des choses, quoi. Alors du coup, je vais lui lancer le message. Mais ça doit être la prof. C'est ça, mais ça va être la prof qui va parler. Alors, il s'avère que j'ai quelques prises, mais l'un d'entre eux, c'est que j'aime beaucoup la poésie. Et parmi les poètes que j'aime beaucoup, il y a les poètes surréalistes. Et donc, je vais vous citer un extrait du manifeste du surréalisme qui a été écrit par André Breton. Et il y a cette petite phrase, on pourra en discuter après, ne vous énervez pas. Mais André Breton écrit « Transformer le monde », a dit Marx, « changer la vie », a dit Rimbaud, pour nous ces deux mots d'ordre n'en font qu'un. Je crois que dans ce message-là, au-delà du fait que j'ai une passion pour les poètes surréalistes, il y a quelque chose de très intéressant. N'ayez pas peur de transformer le monde et de changer la vie. N'ayez pas peur d'inventer des chemins que les autres n'ont pas pris. Ayez confiance en vous et doutez toujours de vous, parce que ce qu'on vous apprend sur les bancs de l'université, c'est des savoirs consolidés, c'est des savoirs importants, intéressants, certains dont vous n'avez pas forcément conscience aujourd'hui que vous en avez besoin, mais dont vous aurez certainement besoin plus tard. Et puis, en même temps, ce qu'on vous apprend, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le doute raisonné et l'esprit critique. C'est la capacité à remettre en question, à réfléchir et à interroger. Et je ne suis pas beaucoup plus vieille que vous, et il y a 20 ans, on n'imaginait pas que la crise, quand j'avais votre âge, il y a 20 ans, on n'imaginait pas que la crise écologique, elle se vivrait aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé mes études, on m'a expliqué très tranquillement que je serais la génération qui nous éviterait technologiquement la crise écologique. Bullshit, hein, entre nous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir transformer le monde et changer la vie, et que, manque de bol pour vous, ça va pour nous, parce qu'en fait, je ne suis pas suffisamment vieille pour que ça ne me tombe pas sur les épaules aussi. Ce travail-là, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Et donc, moi, je vous invite vraiment à deux choses. C'est que, comment passer de la connaissance à l'action? Eh bien, moi, je vous invite à avoir confiance en vous et à toujours douter, à toujours faire preuve d'esprit critique et d'intelligence. Et je crois que si vous arrivez à articuler une forme de confiance en vous et d'esprit critique, vous transformerez le monde et vous changerez la vie. Et vous répondrez à ce très beau message des poètes surréalistes. Est-ce que je peux me
me permettre un complément que j'avais oublié, parce que souvent on s'est retrouvé à accompagner plein de porteurs de projets en ESS, plein de gens qui étaient en transition, qui avaient justement fait des études, qui voulaient changer pour avoir plus d'impact, plus de sens. Un point qu'on a vu comme étant souvent paralysant, c'est de rechercher un trop haut niveau de pureté. Vous avez des enseignements qui sont complètement holistiques, qui vont vous montrer qu'on peut tout améliorer, qu'on peut essayer de tout faire de façon parfaite. Les cas concrets qui permettent de concilier tout cela, à l'heure actuelle, il en existe très peu, voire pas du tout. D'où ce besoin de réinvention et d'essayer les choses, mais il ne faut surtout pas que ça vous paralyse. C'est pour ça que je reprends un thème dans ce mouvement des entreprises sur l'économie régénérative. Aucun parle d'entreprise régénérative, on parle d'entreprise à visée régénérative. Et je pense que c'est quelque chose à garder. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous allez. Trouver quelque chose qui est directement pur et complet. Dites-vous que ça se fera sur le chemin. Et de la même manière qu'il y a 20 ans, on nous disait que les problèmes ils étaient différents. Là, vous avez un cadre qui a un bon point de départ. Probablement, quand vous serez 5-10 ans dans votre carrière, le cadre il aura déjà changé. Merci beaucoup. Alors, rapidement, une dernière question pour qu'on ait le temps d'échanger ensemble et de restituer cette table ronde. On parle ici de modules de formation open source. Donc, je vais vous poser la question à tous les quatre. Ça peut soulever parfois de nouveaux débats, notamment par rapport à l'accès au savoir. Quelle est votre position, à vous, du coup, sur ces modules de formation open source? Je peux me lancer sur une première idée de réponse. Moi, je pense que mettre le savoir à disposition très largement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça nécessite deux choses. Un, de le partager, et deux, d'y mettre de l'humain. Et que donc l'open source, c'est absolument formidable, la condition qu'on s'y mette à plusieurs pour ensuite le partager et le faire vivre concrètement. Pour moi, le savoir, quel qu'il soit, c'est quelque chose de profondément culturel, et donc c'est quelque chose qui fait société et qui doit circuler. Et donc, produire des savoirs nouveaux, mettre à disposition des savoirs nouveaux, oui, toujours, mais prenez-le toujours comme une base qui reste, à mon sens, à discuter. Et je pense que là, encore une fois, c'est probablement un petit prisme personnel. Je partage le plaidoyer sur pour open source, même en tant que représentant entrepreneur d'entreprise. Je reviens sur ce qui était soulevé avant, sur le côté systémique des crises qu'on a. Globalement, une des caractéristiques de la situation dans laquelle on est, c'est qu'il va falloir changer plein de choses et que personne n'est capable de dire quoi. Ce qui veut dire que globalement, si vous voulez que vous, votre écosystème de partenaires général, toute votre chaîne de valeur, ils sachent dans quel sens ou quelle direction vous êtes capable de réagir, où vous allez réagir et dans quelle direction vous voulez aller, il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait un partage de connaissances qui va au-delà de l'université, qui va entre tous les acteurs. Ça, c'est une conviction assez personnelle de ça. Et maintenant, sur une trajectoire personnelle de formation, un des enjeux que moi j'ai trouvé, c'était de savoir pas tant où est l'information, mais laquelle est valeur et laquelle est reconnue. Et typiquement dans des questions où les schémas de valeur, où les cadres, où les réglementations ils sont changeants, c'est toujours très dur d'être à la fois en activité et continuer à se mettre à jour sur ces points-là. Là, vous êtes à un point qui est plutôt très... Moi, je trouve c'est un avantage par rapport à la plupart des autres gens que vous allez voir et qui sont au milieu de leur carrière, où vous êtes au top de la connaissance sur les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez avoir un déficit d'expérience, par contre, sur tous ces sujets qui sont très mouvants, le fait que vous ayez une prise directe avec vos enseignants, ça fait que vous avez vraiment une longueur d'avance. Formation d'ingénieurs et d'écologues, moi je me suis rendu compte à chaque fois du côté exceptionnel de ce que j'avais appris dans mes études, 5 à 10 ans après. Je me suis dit, merde, en fait, ça j'aurais pu l'utiliser et c'était vraiment quelque chose d'innovant. Donc cette transmission connaissance-action, là vous êtes au meilleur moment pour l'exploiter. Après je te passe le micro, ça. Moi ça me fait penser à... J'ai une comparaison qui est un peu poussive, mais je vais la faire quand même, parce qu'elle est assez parlante sur toutes. L'open source pour moi, dans ces cas-là,
je trouve que c'est, de manière générale de toute façon en fait, je trouve que c'est indispensable. Ça me fait penser quelque part au protestantisme. Je ne suis pas protestante et chacun pense ce qu'il veut et ça m'est égal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à la base, le protestantisme, comment il s'est développé, en fait, c'était une réaction aux messes en latin. Au fait que la Bible, en réalité, n'était pas accessible au quidam. Parce que tout à chacun n'était pas capable de comprendre les messes en latin, etc. Donc on a dit, ce qui s'est dit à l'époque, c'est on va traduire la Bible et puis on va rendre en fait la religion à ce moment-là au peuple. En fait c'est la même chose, c'est-à-dire que si on a envie de faire en sorte que l'économie d'impact soit vraiment impactante, il faut qu'elle soit disponible à tout le monde. Pas uniquement aux personnes qui vont à l'université, pas uniquement aux entrepreneurs, mais aussi aux gens qui sont dans des associations, mais aussi à des retraités qui ont envie de s'occuper, mais à tout le monde. Et moi, je rejoins beaucoup la théorie des petits pas, enfin, c'est exactement ça. Je ne suis pas, moi, pour les discours misérabilistes. Déjà, ça me gonfle, et deux, ça ne me donne pas envie d'agir. Alors que quand on me dit, voilà, tu sais quoi ? Grâce à cette petite... typiquement, les papillons. Mais c'est bête, mais c'est trop bien. C'est trop bien, parce qu'en fait, l'impact que ça peut avoir derrière sur la société, dans son ensemble, peut être vraiment... comment on dit l'effet papillon, justement. C'est l'effet papillon. Donc voilà, donc honnêtement, si vous avez envie de faire changer les choses, voilà, bougez-vous, faites les choses. Et le fait de mettre tout ça en open access, c'est vraiment donner les moyens à nos ambitions. Merci, totalement d'accord. Et ça permet de résoudre des barrières à l'accès. Attention quand même, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'avoir des informations fiables. C'est de plus en plus complexe, ça sera encore plus de vérifier l'origine et l'exactitude des informations, des images que vous voyez, de plus en plus bluffant. Donc ça ne va pas tout résoudre, il reste par rapport à ces questions, bien sûr, l'accessibilité du contenu aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces sujets sont complexes. C'est pas parce qu'on fait une fresque du climat qu'on devient expert des évolutions climatiques. Donc il y a une nécessité de vulgariser et c'est d'ailleurs un enjeu pour nos universités de pouvoir donner des cours robustes scientifiquement et accessibles à tous les étudiants de premier cycle. Et j'espère que ça pourra se développer parce que ça reste trop rare pour le moment. Pensez aussi, alors vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais nous on a connu les MOOC en disant c'est révolutionnaire, ça nous permet de nous former. Et donc des cours en ligne, oui, mais en fait la plupart des gens ne les finissent jamais, donc ça a beau être accessible, gratuit, on est sursollicité par énormément de choses. Donc je dirais qu'il faut, ça ne nous dispense pas d'avoir, ça fera lien avec la question précédente, d'avoir une réflexion critique et éthique, de se questionner en amont de l'accès à cette ressource, de créer un besoin de connaissance. On est en France parfois un peu trop blasé par rapport à ces questions. Je peux vous garantir que les étudiants du monde entier en Asie ou en Amérique, lorsqu'ils doivent s'endetter sur de longues périodes pour étudier, ils sont ultra motivés. Et parfois, on est face à un public un peu blasé de tout, parce qu'en France, on considère à juste titre que l'éducation, c'est gratuit, et on n'a pas conscience du coût réel de l'éducation. Alors, ceux qui font des études des écoles de management privé, eux, ils en ont conscience, je pense, mais en tout cas, à l'université, on vous dispense des formations qui sont, pas toujours, mais quand même, on essaye d'être à la pointe de la recherche, de l'innovation, et pour ça, on a aussi besoin en face d'un public qui soit réceptif et qui ait envie de changer le monde, de changer les mentalités, qui se questionne, qui se pose des questions, qui doute. Et par rapport à ça, et pour en terminer sur ces aspects, j'ai pensé aussi que pour relier connaissance et action, ce qui a été un peu évoqué,
Les jeux de création d'entreprise, c'est excellent. La simulation, alors je me souviens que j'avais fait, c'était plus de l'entrepreneuriat social, on disait ça comme ça il y a quelques années, il y a 2-3 ans, avec l'Université de Trèves en Allemagne, une école au Luxembourg et un master international à Dijon. On a fait sur plusieurs mois une expérience de création simulée d'entreprises sociales, des groupes interculturels, et ça a donné d'excellents résultats. Et vous aviez tout à fait raison, ça a été évoqué aussi, vous avez l'âge où on apprend à apprendre, et l'âge où on retient énormément de choses qui vont vous fixer et ensuite qui resteront à jamais, et c'est le cas aussi pour vos amitiés. Les amitiés qu'on noue à vos âges vont rester, vont perdurer, même si vous croiserez après très peu de temps des personnes avec qui vous étiez proches aujourd'hui, vous verrez que vous ne retrouverez plus ces conditions d'apprentissage et de socialisation. Donc profitez-en, et en tout cas on pourra supposer et espérer que ça permettra de régénérer la RSE et de lui donner un second souffle. Merci beaucoup. Aurélie, Angélique, Samuel, Benjamin, merci. Donc je vais laisser la parole à Chloé qui va restituer du coup les premiers échanges et ensuite on laissera la place aux questions. Merci. Alors, je vais essayer de restituer cet échange riche. On a parlé tout d'abord de la différence entre l'économie d'impact et la RSE, au tout début. L'économie d'impact ou l'économie régénérative, c'est générer un impact positif, donc c'est vraiment en lien direct, c'est la colonne vertébrale un peu des entreprises qui sont gérées, et l'impact positif, c'est en termes économiques, social ou environnemental. Donc, on a aussi une raison d'être à ce moment-là. Alors que la RSE, on est plus sur la contribution des entreprises au développement durable, et c'est une démarche volontaire. L'idée, c'est vraiment de changer les mentalités et démocratiser l'accès à la connaissance avec Impact Academy. Et on a vu qu'effectivement, en termes de... justement, on a donné l'exemple justement de paysans urbains. Pardon, c'est paysans urbains. Il y a les deux, paysans marins. Paysans marins. Voilà, j'avais une chanson de paysans marins. Donc, effectivement, vous avez parlé de que vous avez une mission qui est l'accompagnement tout fier avec les paysans marins. D'éducation à l'environnement, et en fait vous agissez dans un cadre qui est défini par l'écosystème de partenaires, et ce cadre il peut varier en fait au fur et à mesure, donc toute l'importance du cadre par rapport à l'économie d'impact. On a parlé également en fait de tout l'état d'esprit, le mindset on va dire pour aller vers l'économie d'impact et cette transformation. Le secret de l'action c'est de s'y mettre, hein. Vous êtes légitime, dans un état d'esprit aussi où on doute toujours, avec l'esprit critique, avec des doutes raisonnés, et une démarche en petits pas. L'important c'est d'être acteur, n'ayez pas peur de transformer le monde, on n'apprend jamais aussi vite que quand on fait, et c'est bien le but aussi de ce partage de connaissances d'Impact Academy, on va le voir juste après. Donc on est vraiment sur une mise en action. L'idée d'Impact Academy, effectivement, c'est un partage de ressources, de modules de cours et de formation open source. On y rentre en fait en ayant envie d'apprendre et en se posant des questions, donc en ayant cet état d'esprit ouvert. Et l'idée, c'est d'en sortir justement à l'action, en agissant, d'où le lien justement, le secret de l'action. On est sur du partage de savoir, on s'est questionné sur le partage de savoir. Le partage de savoir, donc c'est du savoir, c'est une base à discuter, donc on est toujours dans la culture aussi du doute, de la remise en question, de la prise de recul. La base de connaissances, c'est laquelle est valeur, est-ce qu'on a bien accès à des infos fiables, et laquelle est reconnue, notamment, sur la connaissance. Et l'idée, c'est de partager tout ce savoir entre les différents acteurs en contexte de crise systémique en ce moment, en particulier. Donc c'est bien une base disponible pour chacun. Donc l'importance justement de cette plateforme open source. On a aussi également eu un exemple par rapport à la ville et à la collectivité. Comment justement les collectivités s'emparent de tous ces sujets-là en partenariat avec la recherche. Et l'exemple a été donné sur le parc urbain des Papillons.
Donc les agents des parcs et jardins ont été formés dans ce cadre-là. Et justement, l'idée, ça a été de renaturaliser la ville. La ville se refait et agit. C'est bien un exemple, justement, pour dire qu'on passe à l'action sur une initiative locale, en fait, donc au niveau des collectivités. Donc l'idée, c'est vraiment de produire en partenariat des travaux collectifs et de mener des démarches innovantes comme cette action-là. Donc on est bien sur un transfert de connaissances vers les collectivités dans le cadre de ce partenariat-là. Je crois que c'est tout ce que je vous ai noté ici. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez rajouter des points par rapport à ça. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ça commence par là. Allez-y. Non? Aucune question? Oui? Madame Palmero? Quand on est étudiant, ok, on leur dit le secret c'est de s'y mettre. Moi j'entends. Qu'est-ce qu'on leur propose? Comment ils s'y mettent? Parce que le problème de l'étudiant moyen aujourd'hui, c'est d'être particulièrement passif. C'est-à-dire, j'arrive dans un amphi, je vais vous tuer. Regardez bien, hein. Franchement, Oui. on est en connexion là. Là, je vous explique quelque chose. Venez à une conférence, que ce soit dans le cadre de votre formation, imposée ou pas, il y a des choses que vous ne faites pas dans le cadre de vos ressources, de vos SAE, de votre programme national. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est votre passivité. J'en reste bouche bée. Le fait de ne pas être curieux, de s'ouvrir à des choses qui sont totalement différentes. Et très honnêtement, je trouve ça très dommage. C'est-à-dire que là, à mon sens, si on est un peu curieux avec ce qui a été présenté, il y a des choses qui sans doute vous sont passées au-dessus, parce que ce n'est pas du pratico-pratique. On vous dit de vous mettre à l'action. Moi, si j'avais été étudiante à votre place, alors je vais la poser à votre place, c'est comment on fait? Comment on fait quand on est étudiant pour être dans l'action? Est-ce qu'on a des solutions? Et je vous demande de sortir la tête de vos épaules, de vos téléphones et de vos ordinateurs. Ça devrait être interdit à l'ère de l'IA. Bien, est-ce que cette connexion que nous avons eue te plaît dans mon intervention? Oui? oui, enfin... Voilà. Donc comment on fait? Alors, comment on fait? Moi, je vais vous donner des exemples que je vois quotidiennement et où je vois des étudiants et des étudiantes se mettre en action. Je vais vous en donner quelques-uns et il me semble que l'un d'entre eux sera même à la table ronde suivante. Donc vous pourrez interroger votre collègue à la table ronde suivante. Je suis élue depuis 2020 et depuis 2020, je travaille avec des étudiants et des étudiantes qui s'organisent dans tout un tas de cadres extrêmement différents et qui touchent à tout un tas de sujets extrêmement différents. Des actions de solidarité très concrètes. C'est-à-dire partant du constat qu'un certain nombre d'entre vous n'arrivent pas à boucler le mois, on le sait, que c'est pas facile d'en parler, on le sait. Alors, on s'est organisé avec des distributions alimentaires, avec des épiceries solidaires, dont l'IUT est d'ailleurs partenaire. J'ai inauguré un paquet d'Agorae avec votre directeur d'IUT, Lionel Nico. C'est un exemple. Des associations sportives. Un jour, j'ai une étudiante qui a débarqué dans mon bureau et qui me dit « Moi, je rêverais de faire un festival culturel et féministe. » Je dis « Bah, go !» Donc le go, c'était d'avoir l'idée, et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « Comment je l'organise ?» Et donc, à ce moment-là, on lui a expliqué comment est-ce qu'il fallait faire. Monter une association, que cette association devait porter un projet, qu'elle devait chercher des financements, quelles étaient les sources de financement possibles. Ça ne veut pas dire que c'est tout cru et qu'on l'a fait pour elle.
Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous posez la bonne question, vous avez aussi en face de vous des femmes et des hommes qui sont en capacité de vous tendre la main et de vous aider à franchir le pas que vous ne savez pas toujours faire. C'est notre job, hein, c'est notre rôle, on est là pour ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la fonction d'élu. C'est pas seulement distribuer des financements ou organiser des relations entre l'enseignement supérieur et la recherche et puis une collectivité. C'est bien accompagner, quand on est adjointe à la vie étudiante, accompagner de jeunes adultes sur le chemin de l'indépendance et de la prise de risque aussi. Hein. Parce que ce super festival aurait pu ne pas exister. J'ai fini assise par terre dans une salle avec 250 étudiants à écouter du slam sur une scène intégralement féminine, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des slameuses. Elle a fait un festival avec des expositions d'artistes plasticiennes, exclusivement. Là où on invisibilise les femmes, cette jeune femme a montré que les femmes pouvaient être présentes dans un domaine où elles sont très souvent mises de côté. Les agorae, je l'ai cité tout à l'heure, les distributions alimentaires sans condition, les initiatives sportives. Il y a des étudiants et des étudiantes au sein du Conseil marseillais de la vie étudiante qui ont inventé un parcours sportif et culturel. Ils ont inventé 3,5 km de course avec des étapes dans Marseille pour découvrir des pépites architecturales et culturelles gratuitement accessibles dans la ville, autour d'un parcours sportif. Si vous avez ce genre d'idée, en face de vous, trouvez des gens qui adorent les idées loufoques, moi c'est mon cas, et qui vont vous aider à les mettre en œuvre. N'ayez pas peur d'avoir des idées. Et donc je pense que c'est surtout ça que vous devriez faire tout de suite, c'est de ne pas avoir peur de lever la main et de nous exposer vos idées bizarres. Non, j'abonde énormément. C'est à peu près tous les mêmes exemples. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée d'entreprise pour faire quelque chose. Je pense qu'il y a 2 points moi, que j'en retiens. Et le premier qui est capital, il fait quand même lien avec la réflexion qu'il y avait avant. Globalement, se mettre en action, ça ne veut pas dire utiliser ses mains. Par contre, ce que c'est sûr, ce que ça veut dire rencontrer des gens et parler à des gens. Vous pouvez avoir l'illusion que toutes les informations sont sur Internet, vous allez les avoir dans votre ordinateur. À part que tant que ça ne sort pas de ça et que ça ne rentre pas dans une interaction humaine, alors je dis humaine, mais en fait c'est des personnes morales, les structures. Soit des personnes morales, soit des personnes physiques, ça veut dire que ça ne rentre pas dans la réalité. Ça rentre dans, on échange une information, on ne fait pas quelque chose avec. Le seul moment dans lequel ça va démarrer, c'est quand vous allez commencer à contacter des gens pour leur parler de vos idées, pour dire ce que vous voulez faire, et exactement ça, pour leur dire, mais je fais comment? Et dans je fais comment, vous aurez très facilement des retours si vous commencez par dire, j'ai besoin d'un coup de main parce que je pense faire comme ça. Est-ce que c'est le bon? Et pour baisser un peu cette marche, je pense que le plus gros truc à se dire, c'est vous n'êtes pas votre idée. Et votre idée initiale, elle va changer, mais on s'en fout. Les gens qui vous exposez Oui. ont eu des idées qui ont planté. Exactement. En fait, tous les gens que vous allez voir, ils sont passés par là. S'ils sont arrivés à faire quelque chose, c'est qu'à un moment, ça a changé. Et c'est pas eux qui a changé ou en partie, ils ont juste adapté ça aux conseils qu'ils avaient, aux ressources qu'ils avaient, etc. Et si vous n'avez pas une idée d'entreprise, en fait, on s'en fout. Et si vous avez n'importe quelle passion, vous avez n'importe quelle envie, juste prenez-la, allez voir des gens pour comment on l'a fait, en se disant comment je la ferais si je devais la faire professionnellement ou si je voulais qu'elle marche. Et dites-vous, c'est pas moi qui la porte, cette idée elle doit exister. Comment on la fait exister? Oui, merci, exactement. Je suis 100% d'accord avec vous. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas que vous soyez en train de dormir, ou si ça m'énerve, ou que vous posiez pas de questions, ça m'énerve aussi. Mais d'un autre côté, je me mets à votre place. À votre époque, peut-être, enfin, à votre âge, peut-être que j'aurais eu à peu près la même réaction. Mais par contre, nous, si vous voulez, on se décarcasse pour vous proposer des trucs. D'accord? Vraiment, avec nos partenaires européens, on a bossé, mais comme des ânes, pour vous proposer des trucs. On fait partie de la génération précédente. On est là pour vous aider. Et en plus, en tant que prof, excusez-moi, mais franchement, si t'es pas motivé, voilà, tu fais pas staff. Mais
Donc l'idée, en effet, si vous avez des idées à la con, moi j'en ai 15 à la minute, enfin, sincèrement, et il faut donner corps à ces idées-là. Mais il faut vous bouger, il faut que vous soyez aussi acteur de votre avenir, quoi. Ça, on ne peut pas le faire pour vous. Si vous attendez pour trouver un stage que ça vous tombe comme ça ne viendra pas. Par contre, si vous avez envie d'un stage qui soit en lien avec des objets qui vous passionnent, ça va venir. Bon, alors, c'est quoi vos questions? Alors, vous avez des questions? Ben non, il y a des rétroéclairages. Oui. Alors, moi, Allez, j'ai... Samuel, vas-y, après il va Très falloir qu'on rapidement, clôture cet échange. Je pense que c'est aussi à nous de donner une place à ces étudiants, de les mettre à l'aise avec ces questions, de faire qu'ils osent, parce qu'on est dans un système où on a des campus qui sont à peu près sans vie en dehors des cours. C'est quand même compliqué par rapport à d'autres pays dans le reste du monde. Enfin, moi, j'en parle, Angélique pour en témoigner, j'ai été directeur de l'IAE Dijon, et parfois vu de façon assez incongrue par mes collègues, parce que ça m'arrive de faire du karaoké à 2h du matin avec mes étudiants du master GRH le soir, et c'est comme ça qu'on crée du lien entre les personnes et qu'on donne confiance, à mon sens. Et je vous donne juste deux données. J'ai, en venant ce matin, 88% des étudiants de la licence en gestion de l'IAE Dijon sont d'accord avec le fait que la transition écologique, c'est un enjeu majeur de l'enseignement supérieur. Bon, 45% c'est plutôt d'accord. Donc on retrouve cette passivité, bon, on ne veut pas les embêter, on va dire ok à peu près, mais on est d'accord. Et vous dites, les darons, c'est eux qu'on détruit la planète, et merci du cadeau, etc. Et on a à Dijon, depuis plusieurs années, on participe comme le réseau IE France à un jeu qui s'appelle Ma Petite Planète, qui a ses défauts aussi. Hein, la RSE n'est pas exemple de paradoxe, mais en tout cas, ça aide à sensibiliser à ces questions. Donc là, il y a un directeur adjoint de l'IAE qui a essayé d'inciter les gens à s'inscrire. Bon, lui-même ne s'est pas inscrit. Je suis le seul professeur inscrit sur les 22 inscrits. Et on est en tout 1077 étudiants et 40 personnels à peu près, donc sur 1100 et quelques personnes, il y a 22 personnes qui sont inscrites. On peut très bien s'inscrire et ne rien faire, ne relever aucun défi. Mais bon, moi je me suis inscrit, ça fait plusieurs années, j'ai regardé, il y avait un quiz sur le numérique, il y a notamment plusieurs éléments sur l'ordre d'échelle, combien de ressources pour produire tel objet, etc. Et en fait, je pense que ça nous enrichit. Et ne serait-ce que d'avoir à se questionner sur ces questions, ça contribue à faire avancer la thématique. Donc, en fait, il faudrait trouver des passeurs, des gens qui font le relais, des personnes qui mettent en confiance pour que justement on passe de la connaissance à l'action. Donc, il n'y a plus qu'à. Et si on a atteint, si on vous permet de réfléchir à ces questions, et si quelques personnes passent à l'action dans les semaines qui viennent, on pourra dire qu'on aura atteint un tout petit peu notre mission. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Et du coup, je vais laisser la place à la seconde table ronde. Merci infiniment.